Des stations-service à sec, les aéroports d'Orly et de Roissy menacés de pénurie de carburant. Les grèves dans ce secteur de l'énergie inquiètent les pouvoirs publics à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce matin, plusieurs dépôts d'hydrocarbures ont pourtant été débloqués sur ordre de l'Élysée, notamment à Fos-sur-Mer. Aurélien Romano. Y aura-t-il encore de l'essence pour les vacances de la Toussaint? Aujourd'hui, 10 des 12 raffineries françaises sont arrêtées ou en cours d'arrêt. La police joue au chat et à la souris avec les grévistes dans les dépôts de carburant. Quand certains sont débloqués, comme à Fos-sur-Mer, près de Marseille, ou à Ouistreham, en Normandie, d'autres le sont comme à Caen. Conséquence, plusieurs stations-service sont déjà à sec. L'autre nouvelle de la journée, c'est l'arrêt de l'oléoduc alimentant les aéroports parisiens de Roissy et Orly. C'est la fermeture de la raffinerie de Grand-Puy en Seine-Maritime qui a provoqué cet arrêt. Les aéroports auraient des réserves pour quelques jours, mais rien de durable. C'est justement ce problème de réserve qui préoccupe le gouvernement. Il vient de débloquer des stocks non utilisés en temps normal. On a en plus des stocks de réserve qui sont contrôlés par le gouvernement et auxquels on ne touche pas en situation normale, sauf que le gouvernement vient de décider que nous pouvions puiser dans ces réserves, qui sont en fait dans nos dépôts et dans nos raffineries, et qui nous permettront d'alimenter pour un peu plus longtemps le marché en nous donnant une bouffée d'oxygène, en quelque sorte. Une bouffée d'oxygène qui pourrait être de courte durée si d'autres dépôts sont bloqués à leur tour. Le gouvernement craint le scénario de paralysie du pays. Avec les routiers qui vont entrer dans le mouvement, cette crainte pourrait se voir réalisée. Alors l'autre sujet d'inquiétude pour le gouvernement demeure les manifestations lycéennes, souvent assorties de débordements violents. Ce fut le cas aujourd'hui encore. Après les incidents de Montreuil en région parisienne où un manifestant a été gravement blessé, la préfecture de police de Paris a décidé de suspendre l'utilisation très controversée des flashballs. Brice Hortefeux, de son côté, demande à la police de limiter l'usage de la force au strict nécessaire. Aujourd'hui, indique le ministère de l'Intérieur, plus de 150 casseurs ont été interpellés en marge des manifestations lycéennes. C'est dans ce contexte social tendu que le Sénat poursuit l'examen du texte sur les retraites. Un débat, Tam Tranui, que vous suivez pour nous. Alors, cette semaine, elle a été particulièrement riche et féconde en événements, mais elle a été aussi particulièrement longue, Tam. Oui, et pour cause, c'est la stratégie de l'opposition. Il faut jouer la montre et multiplier les prises de parole, quitte à risquer la répétition. Et du coup, on n'en est qu'à l'article 19 sur 33. Il reste encore environ 700 amendements à examiner. Et d'ailleurs, cela ne plaît pas à la majorité, à commencer par Muguette Dini, la présidente centriste de la Commission des Affaires sociales. On l'écoute. Une grande majorité d'entre nous s'ennuie. On s'ennuie parce que vous répétez tout le temps la même chose. Que des sénateurs s'ennuient quand on parle de ce qui est réellement la vie des salariés, c'est très dommage et je regrette que vous employiez ce type d'argument. Oui, alors on vient de voir la réponse outragée de la présidente du groupe communiste, Nicole Borvo-Cohen-Sea. Et pour lui donner raison, il ne s'est quand même pas tout à fait rien passé quand même cette semaine au Sénat, à commencer par lundi, l'article 6, l'un des points essentiels de la réforme a été adopté. C'est le point qui prévoit le report de 65 à 67 ans de l'âge de départ à la retraite sans décote. Et puis depuis, tout de même, il y a eu de vrais moments d'animation. Les manifestations se sont en quelque sorte invitées dans l'hémicycle. On écoute Dominique Voynet, la sénateur-maire de Montreuil. Vous ne savez donc rien de l'adolescence et de la façon dont on se mobilise à cet âge. Vous ne savez donc pas que quand un adulte essaie, au contraire, d'aller à la rencontre des jeunes, on peut les durcir. Et ce qui les a durcis ce matin, c'est de se trouver nez à nez avec une demi-compagnie de CRS dont on se demande ce qu'ils faisaient là, dans une petite rue devant le lycée Jean Jaurès de Montreuil. Alors sur ce thème, les passes d'armes ont été enflammées, mais dans l'ensemble, il faut quand même admettre que le palais du Luxembourg est resté une citadelle bien protégée de la contestation de la rue, et notamment par les cars de CRS qui ont fait barrage contre les manifestants aujourd'hui, et cela aux grandes dames des sénateurs communistes qui ont tenté d'importer dans les murs un peu de cette grogne, on le voit à l'image. Ils ont défilé cette semaine avec une banderole qui conteste la réforme, mais ils ont été très vite rappelés à l'ordre. On n'a pas le droit de manifester dans le Sénat. C'est vrai, alors demain samedi, nouvelle manifestation dans les grandes villes et à Paris. Il y en aura une autre mardi
c'est-à-dire le 19 octobre. Mais il n'y aura pas que dans les rues de Paris et des grandes villes que ça va manifester. C'est le Sénat qui, là encore, fera l'actualité. Et oui, mardi 19 prochain, on sera normalement à la veille du vote solennel de la réforme. Et une nouvelle journée de grève est prévue. Et au Sénat, on va être dans une situation un petit peu ubuesque, puisque le syndicat des fonctionnaires du Sénat a déposé un préavis de grève. C'est rarissime. Et devinez pourquoi? C'est pour protester contre l'interdiction de manifester dans le Sénat. Normalement donc, il y aura donc autant d'animations à l'extérieur qu'à l'intérieur du Palais du Luxembourg. Eh ben, on verra ça et on suivra ça très attentivement. Merci Tam, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors justement, ces manifestations, en tout cas les plus récentes, vous le savez, ont fait l'objet d'une bataille de chiffres sur le nombre de manifestants. Alors pour prendre au mot les souhaits des responsables syndicaux, certains médias comme François ou Mediapart ont sorti leurs calculettes et vous allez voir, les résultats obtenus sont parfois surprenants. Jérôme Rabier. Des estimations tellement différentes entre syndicats et policiers qu'elles rendent ridicule tout comptage des manifestations. Bernard Thibault en appelait même aux journalistes le 30 septembre sur Europe 1 pour enfin trancher. Je fais la proposition à l'occasion de permettre aux médias télévisuels de survoler par hélicoptère. Il y a beaucoup de pays qui le font, les manifestations, pour que chacun, devant son petit écran le soir, puisse mesurer, évaluer l'ampleur des manifestations. Ce n'est pas la télévision mais la presse écrite qui s'en est emparée. France Soir notamment, qui a pour cela demandé à une société espagnole de compter. C'est un devoir de journaliste d'informer et en plus c'est relativement facile, il suffit de compter. On va analyser des photos de l'ensemble de la manifestation. À Paris, nous avons pris plus de 1000 photos de la manifestation, depuis les immeubles, depuis la tour Montparnasse, sur tout le parcours. On a fait une vidéo complète également de la manifestation. Et ensuite, ces photos sont analysées par ordinateur et l'ordinateur va attribuer un numéro à chacun des manifestants. Bilan de la dernière manif parisienne, 80 000 personnes pour France Soir et 76 000 pour Mediapart qui s'est aussi prêté au jeu. Bien loin des 330 000 manifestants affichés par les syndicats et même moins que les chiffres de la préfecture qui donnaient 89 000 personnes battant le pavé. Des décomptes qui jettent le doute sur l'ampleur des mobilisations annoncées mais qui pourraient clore une polémique qui ne cesse de durer. Autre chose, c'est un traitement de cheval auquel Jacques Attali entend soumettre le pays pour relancer la croissance. En conclusion de la commission Attali 2 qui ont été présentées à Nicolas Sarkozy il y a une heure à peine, eh bien, ces conclusions ne font pas dans le détail. Un traitement de choc pour étrangler les déficits. Détail de l'ordonnance, Fabrice Cunet. Comment accroître le potentiel de croissance? Jacques Attali répond à cette question en 25 propositions qu'il a rendues ce soir à l'Élysée. Certaines risquent de faire débat comme l'idée d'une TVA sociale. Cette idée est défendue depuis longtemps par le président centriste de la Commission des finances du Sénat. Une taxe sur la consommation plutôt que sur le travail. Concrètement, ça veut dire qu'on arrête de financer notre protection sociale, les branches santé, les branches famille, par des cotisations sur les salaires. Si on admet que c'est toujours le citoyen qui paie l'impôt, c'est ou bien sur son capital, son patrimoine, ou bien sur son revenu, ou bien sur sa consommation. Et la TVA, c'est un impôt de consommation. En dehors de cette TVA sociale, le rapport Attali revient sur certaines niches fiscales et prône surtout une réduction des dépenses publiques estimée à 50 milliards d'euros. Pour le président de l'OMC, cette cure d'austérité dépasse largement les frontières françaises. Rien de tout cela n'est très facile, mais ce sont des problèmes que la France a comme ses voisins européens. Si l'Europe veut continuer à peser son poids dans le monde de demain, même si ce poids relatif, comme celui des Américains ou des Japonais d'ailleurs, change et nous le savons. Janvier 2008, le premier rapport de la commission d'experts est rendu devant médias et invités. 2 ans et une crise économique plus tard, cette fois, c'est en toute discrétion que Jacques Attali est venu parler de rigueur à Nicolas Sarkozy. Cela concerne votre vie quotidienne. Les groupements de communes investissent depuis des années maintenant dans les domaines les plus divers, les ordures ménagères, la voirie ou encore le traitement des eaux. Or, les maires, les élus sont inquiets. La récente suppression de la taxe professionnelle bouleverse leurs prévisions d'investissement. Ils l'ont dit à Dijon, où ils étaient réunis. Flora Sauvage. C'est dans une ambiance tendue que s'est ouverte hier à Dijon la 21e convention de l'intercommunalité, à quelques mois de l'entrée en vigueur du nouveau régime fiscal des communautés de communes. Et c'est sans compter la suppression de la taxe professionnelle qui assurait aux communautés 93% de leurs recettes fiscales directes. La ressource financière première des intercommunalités jusqu'à la réforme sur les collectivités territoriales, c'était la taxe professionnelle unique, cette fameuse TPU. La réforme essentielle portée par le gouvernement est de supprimer la TPU. Donc chacun comprendra
que pour celle qui la percevait, donc le bloc communal, l'intercommunalité, c'est le niveau qui va le plus souffrir. Car à partir du 1er janvier, les nouvelles ressources fiscales des communautés de communes dépendront pour une large part de la taxe d'habitation. Que dans les toutes petites communes, il n'y avait pas beaucoup de taxes professionnelles. Même il n'y en avait point. Donc il n'y a pas, maintenant, elles sont assurées d'avoir au moins une part d'impôt économique qu'elles n'avaient pas avant. Avec le gel annoncé des dotations de l'État, de plus en plus de collectivités locales ont du mal à boucler leur budget. Ma crainte, c'est que l'intercommunalité demain, enserrée entre des départements et des régions qui n'auront plus de moyens, et peu soutenues ou pas soutenues sur leurs propres projets, abandonne leur cœur de métier, le développement économique, qui faisait le développement économique de la France. Car aujourd'hui en France, 70% de l'investissement public provient des collectivités. S'il y a de l'incertitude dans leurs finances, ces investissements risquent d'en pâtir. C'est l'heure de l'image de la semaine avec notre chroniqueur, le politologue Jean-Daniel Lévy. Regardez bien cette photographie, la une de Paris Match de cette semaine. François Fillon et son épouse Pénélope côte à côte. Grâce à elle, explique l'hebdomadaire, Matignon n'est pas un enfer. Les regards sont teintés d'une douce et tranquille détermination, le tout nimbé d'une limpide lumière d'automne. La photo, et ce n'est pas un détail, date de 2007. Alors, Jean-Daniel Lévy, c'est toujours important pour un homme de pouvoir, comme c'est le cas pour François Fillon, de dévoiler ainsi une partie de son intimité. Eh bien, il faut croire que non, parce que ça n'est pas une photo qui est une photo officielle. Il ne s'agit pas d'une volonté de la part de François Fillon de communiquer sur sa vie privée. Et d'ailleurs, si on regarde l'ensemble des responsables politiques, il y en a un qui fait exception dans le paysage actuel. Il s'agit bien de François Fillon, qui a quasiment toujours refusé ce processus de pipolisation. On ne sait que peu de choses de lui. On sait qu'il a des enfants, on connaît quelques-unes de ses passions, mais en tout cas, il n'en fait pas état et il n'en a jamais fait un argument de sa communication sur ce qu'il est en tant que tel. Il a toujours souhaité mettre en avant un caractère qui était un caractère politique, un caractère de sérieux, un caractère d'implication, de volonté d'être au contact des préoccupations des Français, d'avoir une mission à mener, mais en séparant toujours ce qui relevait de sa vie privée, de sa vie publique, en considérant qu'on était jugé en France, non pas uniquement au regard de ce qui faisait l'envers du décor, derrière le miroir, mais d'abord et en premier lieu, ce qui constituait la prise de parole en tant que responsable politique. Finalement, François Fillon, il forge son image sur son discours, sur sa pensée, sur son parcours. Et il fait exactement cela, et quand on regarde la manière dont il a communiqué au cours du dernier mois, il a cherché pour partie à se démarquer à l'égard du président de la République en se positionnant en propre. Déjà avec un code vestimentaire particulier. On se rappelle lorsqu'il était allé rencontrer le président de la République à Brégançon cet été, qu'il arborait une tenue qui n'était absolument pas la tenue qui était celle de l'ensemble des personnes qui étaient présentes autour de la table. Il n'avait pas de cravate, il avait un veston à col Mao, donc un regard qui était un regard détendu, première expression. Et puis après, par petites teintes, une expression qui est quasiment une expression d'homme d'État plutôt que de Premier ministre. Le moment où il s'est exprimé sur la sécurité, en disant que parfois on en fait un peu trop à gauche, mais également à droite, en indiquant que, à la suite d'un propos d'un sénateur, le Luxembourg avait toute sa place, en intervenant dans la commémoration des attentats de Copernic. En général, ce type de commémoration est dévolu au président de la République, ça n'est pas le cas, et puis en indiquant par petites touches que si jamais il devait être complètement à la conduite de l'État, il mènerait peut-être un type de politique qui serait une politique de manière un peu différente, notamment, et ça n'est pas le point le plus insensible, en termes d'expression, il a considéré que le caractère bling-bling et que le caractère d'exposition de sa vie privée, c'était lors d'une intervention récente à la télévision, ne lui convenait absolument pas. Et donc, comme beaucoup, vous avez été surpris par cette manchette de Paris Match. C'est effectivement pour partie surprenant. Quand on n'est pas au courant effectivement que cette photo n'est pas une photo récente, le Premier ministre, sans vouloir l'offenser, a un petit peu changé entre le moment où cette photo a été prise et maintenant, et on n'attend pas cela à l'heure actuelle de ce Premier ministre qu'il vise à mettre en avant soit sa vie privée, soit la part que peut jouer sa femme dans son équilibre. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy pour vos éclairages. Et pour terminer ce journal, je vous propose une rencontre avec un homme de paix, Elie Wiesel, prix Nobel de la paix en 1986. Il était à Paris cette semaine à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, Otage. Ce veilleur inlassable, ce militant acharné de la paix et de la belle langue française, nous avait accordé un entretien. Je vous propose de l'écouter. C'était mardi dans ce même studio.
Bonjour Elie Wiesel. Bonjour. Votre dernier roman, Otage, le dernier d'une très longue série de romans, hein, l'histoire d'un enlèvement d'un jeune écrivain juif à Brooklyn en 1975. Alors otage, enlèvement, revendication, rançon, eh bien, sont hélas des mots qui conviennent assez bien avec les temps présents. Alors pourquoi avoir choisi 1975 comme, j'allais dire, clé de voûte de ce dernier roman, Elie Wiesel? D'abord, techniquement, pour la structure du roman, il fallait le situer quelque part. Les terroristes d'aujourd'hui sont autrement différents des terroristes qui étaient à l'époque. Donc j'aurais dû faire un roman différent. Pour le situer là, en 1975, c'était le début d'une sorte de terrorisme qui devenait suicidaire, le plus dangereux de tous, le plus ignoble de tous. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue, c'est impossible. On ne dialogue pas avec un terroriste suicidaire qui ne veut pas mourir parce qu'il pourrait se jeter sur son train, mais tuer. Et pour mieux tuer, il se suicide. Il se donne la mort pour donner à la mort une puissance autrement plus grande. C'est-à-dire qu'on pouvait négocier, par exemple, avec les terroristes de Munich lors des Jeux Olympiques. On a essayé d'ailleurs de négocier avec eux, mais là c'était condamné à l'avance. Otage, il paraît que vous avez failli vous-même être enlevé à l'occasion d'une conférence de la paix, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai ça. Il y a, je pense, il y a 2 ans, un peu plus, il y a eu une tentative d'enlèvement d'un jeune étudiant dans un ascenseur à San Francisco qui m'a forcé à quitter l'ascenseur et il m'a dit... Simplement, oui, plus tard il a avoué qu'il a voulu s'emparer de moi dans sa chambre. Tout était prêt. Il avait avoué qu'il m'avait suivi déjà pendant des semaines et des semaines et des semaines. Partout où j'allais, il y était, pour me forcer à admettre que l'Holocauste n'a pas eu lieu. Voilà, il a avoué tout ça dans des plus grands détails. Depuis donc, en Amérique, il y a un sentiment d'insécurité, bien sûr, qui m'accompagne. Et ça reste. Elie Wiesel, comment va le monde aujourd'hui? Mal. En tout cas, il va mal. Vraiment. Je me souviens, 1999, le 31 décembre, j'étais en Amérique avec un ami, Ted Koppel, un grand, connaissez son nom peut-être, une vedette de la télévision. Et on était là à célébrer. On se disait, le siècle prochain sera un meilleur siècle. C'est sûr. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça à l'époque, en 1999? Parce qu'on se disait que c'est fini. Le XXe siècle, au revoir. Adieu, XXe siècle, avec toutes vos horreurs, avec tous les scandales à l'échelle, n'est-ce pas, de l'histoire, à l'échelle de la divinité presque. Tout ça. Au revoir. La guerre lointaine, la chute du mur de Berlin, le nazisme, la fin des affrontements bloc à bloc. Le communisme, n'est-ce pas? Donc tout ce qui était une sorte de blâme, de laideur dans l'histoire. Au revoir, adieu, partez. Maintenant, on recommence à construire, à reconstruire un monde nouveau, une façon de penser nouvelle. Voilà. Donc tout était possible. Et nous voilà, une fois de plus, face à des dangers, face à des scandales. Comment faire? Quels sont aujourd'hui les plus dangereux de ces dangers, de ces scandales? Le fanatisme. Vous savez, on parle beaucoup de la globalisation économique. Financière. Mais en vérité, la globalisation du fanatisme est beaucoup plus réelle. Elle monte partout. Le fanatisme est en train de vaincre et de remporter pas mal de victoires qui sont en fait de défaites. Or, imaginons le fanatisme avec une puissance nucléaire. C'est possible. Voilà. Le Pakistan a la bombe. Pakistan face à l'Inde, 2 pays qui ont la bombe. C'est pas seulement le Pakistan, le Taliban qui devient de plus en plus fort. On peut imaginer, on peut craindre, bien sûr, que le Taliban gagne en Afghanistan. J'espère que non. Et ensuite, c'est le Pakistan. Le Taliban nucléaire, non. Finalement, en quoi l'extrémisme religieux est-il aujourd'hui plus pervers que n'importe quelle autre menace que vous avez vous-même connue au XXe siècle? Parce qu'il permet aux fanatiques de penser ce qu'il fait, il le fait au nom de Dieu. Or, vous savez, un homme né aveugle, pour un homme né aveugle, Dieu est aveugle. Pour un fanatique, Dieu est fanatique, et fanatiquement cruel,
avide de mort. Ça, c'est dangereux. Alors il y a, vous le savez, un point de fixation, de crispation de la planète, c'est bien sûr le Moyen-Orient. Vous y croyez toujours, aujourd'hui, à une paix possible au Moyen-Orient? Plus que jamais, à ce point-là. Je pense que cette année, le président Obama avait dit qu'il voulait, n'est-ce pas, il a donné même une date limite, une année, je pense qu'on connaîtra la paix. Bon, je suis prophète peut-être dans ce sens-là et j'espère que j'ai raison, mais je pense que ça marchera parce que le président y tient. Je pense aussi que Abbas et Netanyahou arriveront à un accord parce qu'on est fatigué de deux côtés. Ça suffit. La France, Elie Wiesel, vous l'aimez bien, vous y vivez parfois, vous l'observez, souvent de l'extérieur d'ailleurs, à l'occasion de vos très nombreux voyages à travers la planète. Comment est-elle ressentie, cette France, aujourd'hui, dans le monde extérieur que vous fréquentez? Oh, je pense que la France, quand même, est considérée dans le monde entier comme une grande puissance. Et aussi, pourquoi? Pas seulement pour sa politique, pour sa culture d'abord. La France est aussi une capitale du monde, une capitale culturelle. Et la politique change. Vous savez, maintenant, je pense qu'avec le président Sarkozy, qui s'engage maintenant aussi au Moyen-Orient, c'est une bonne chose. En particulier avec la Syrie. Pas seulement la Syrie. Quand même, le président Sarkozy a invité Netanyahou et Abbas de venir. Je pense qu'ils inviteront aussi le roi de Jordanie, le président Moubarak. Ça aide. Un mot de Nicolas Sarkozy. La France, on en parlait à l'instant. Il y a eu cette polémique, la polémique des Roms pendant l'été, avec ces évacuations de ces populations errantes que vous aimez bien, que vous soutenez, vis-à-vis desquelles vous affirmez une vraie solidarité. Vous en avez parlé avec le président français, ou vous auriez eu envie de lui dire quelque chose à ce moment-là? Vous savez, si je le vois, je le dirai, parce qu'il connaît je pense qu'il connaît mon attitude, que je me place absolument aux côtés des réfugiés, de tous les réfugiés, y compris donc des Roms. Et non seulement, en même temps, j'ai protesté contre l'analogie que dans certains milieux on fait entre la déportation et cette politique-là. Là, je dis non, quand même. Même si on renvoie les Roms, on ne devrait pas les renvoyer. Mais même si on le renvoie, ce n'est pas à Auschwitz qu'on le renvoie. Donc attention au langage, il faut respecter le langage. Il n'empêche, le monde est violent, vous le savez, mieux que personne, le monde est en guerre. Est-ce qu'il y a des signes quand même qui vous font garder espoir? Et je pense en particulier à l'attribution du prix Nobel de la paix à un dissident chinois, Liu Xiaobo. C'est pour vous des éléments positifs pour l'avenir du monde et de la Chine plus singulièrement, bien sûr? Positif, certainement. Parce que c'est un héros, quand même. Être pour les droits de l'homme en Chine, publiquement, ça déclame un courage. Or, il a du courage. Et quelques années de prison. Et de prison, justement. Donc, je pense que le prix Nobel, il le méritait. Et ça l'aidera dans son combat. Finalement, vous n'êtes pas fatigué, Elie Wiesel, de prêcher inlassablement à travers le monde, la planète, cette paix que vous chérissez, pour avoir connu le pire? Oh, c'est l'honneur de travailler pour la paix qui m'anime. Mais en vérité, y a-t-il une alternative? Je ne serais pas qui je suis si j'abandonnais. Parfois, je me sens fatigué, en vérité. À mon âge, vous savez, parfois, traverser les océans, ce n'est plus facile. Autrefois, je pouvais le faire, sans problème. Maintenant, c'est un problème. Et malgré tout, je le fais. Voilà, merci à Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. C'est la fin de ce journal. À suivre l'émission Entre les lignes chez nos confrères d'LCPRN. Passez un très bon week-end. Merci. Musulmans de France est une vaste fresque qui va de 1914 avec les premiers tirailleurs pour venir à l'aide de la métropole jusqu'en 2007 avec les discriminations et l'intégration. Nous étions des Beurs, nous étions des Arabes, de la racaille. Et au final, la chose qui ne disparaîtra pas, c'est que nous resterons des musulmans. À travers l'histoire de ces 5 millions de musulmans, c'est un autre regard sur l'histoire de France qui nous est proposé. Quand James Brown dit « I'm black and I'm proud », nous on entend « I'm Arab and I'm proud ». Musulmans de France, première partie, samedi à 22h sur Public Sénat.